Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 2 octobre, il fait 26 degrés, il est 18 heures. Donc en fait on se croira au mois de mai, c'est un peu n'importe quoi. Donc les abeilles, il y a des gens qui m'ont signalé des essaimages, là encore ces jours-ci là. Alors que normalement l'essaimage ça se finit au mois de juillet, on va dire au 15 juillet en général, il y a quasiment plus d'essaims. Là cette année il y en a eu aussi au mois d'août, au mois de septembre et visiblement il y en a encore au mois d'octobre. Alors c'est un truc de folie. Je crois que les abeilles n'ont pas conscience du fait qu'on soit bientôt à l'entrée de l'hiver. Et elles se comportent exactement comme si on était au mois de mai. Et en plus, chez nous, on a des champs de colza qui sont en fleurs. Donc je pense que c'est des champs qui doivent mettre en engrais vert. Vous savez, ça va être fauché plus tard ou enterré pour faire de l'engrais vert, je pense. En attendant, les abeilles vont dessus. Alors en ce moment, elles vont sur le lierre massivement, mais tellement qu'elles m'ont saturé les ruches. Et il va falloir que je fasse une récolte sur des cadres de corps, puisque les reines n'ont plus de place pour pondre en fait sur les cadres de couvain. Il reste 3 ou 4 cadres de couvain par ruche. Tout le reste, c'est blindé de miel jusque sur les rives. Et les cadres de couvain, ils sont emperculés. Et au fur et à mesure que les abeilles naissent, les butineuses remettent du miel à la place. Donc la reine n'a plus de place pour pondre. Donc il va falloir certainement que je récolte 2 cadres par ruche pour leur remettre un peu de place. Parce que sinon, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'abeilles d'hiver. Voilà, donc j'avais eu ce problème-là en 2021, même s'il y en a qui m'ont pas cru que les abeilles pouvaient saturer les ruches de miel, je vous garantis que si. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire la visite, là je suis venu en fait promener les chiens, faire un petit tour sur le rucher vite fait, donc comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous en fais une petite rapidement là. Je vais vous expliquer un petit peu les ruches, ce qu'elles ont eu cet été, d'où elles viennent, quels essaims c'est et tout ça, et puis voilà. Et puis vous faire un petit point un peu sur la situation, là maintenant au 2 octobre. Normalement on devrait être quasiment à l'entrée de l'hivernage, les abeilles devraient normalement commencer à se regrouper, il devrait faire froid, il devrait pleuvoir, et en fait il pleut pas, il fait pas froid du tout. Là je suis en t-shirt, il est 6 h du soir, et il fait encore 26 degrés, on a eu 29 aujourd'hui. Ils annoncent un petit peu de baisse de température pour les jours qui viennent, mais avec encore des 19 degrés, 20 degrés, 22 degrés, 23. Donc bon, les abeilles sont pas près d'arrêter, d'autant qu'en ce moment le miel de lierre, comme je vous ai dit, rentre à flot, mais vraiment un truc de malade. Et donc elles vont aussi sur le colza, puisqu'il y a des champs qui sont en fleurs. Et puis elles ont été sur la renouée du Japon aussi, on en a pas mal dans certains coins vers les... Il y a un ancien dépôt d'ordures au-dessus, là où il y a beaucoup de renouées du Japon. Donc elles vont dessus, visiblement elles adorent le miel de renouée. Il y a des ruches sur lesquelles il a fallu que je repose des hausses parce que, pour pas que ça sature. Quand j'ai fait la récolte, j'ai tiré les cadres, j'ai regardé, j'ai pesé le corps, il était indécollable. J'ai regardé, ça commençait déjà à saturer. Donc du coup je me suis dit, si je les laisse comme ça, elles vont finir de remplir de miel. Donc tant pis, je leur remets les hausses. Alors le problème, c'est pour le traitement varroa, parce que là on est quand même tard, mais les traitements varroa sont quasiment tous faits, je vous rassure, sur la plupart des ruches, mais j'ai encore des ruches qui ont des hausses, et quand j'ai été pour récolter il y a quelques jours, là, ça pissait encore de nectar, il y avait des cadres qui n'étaient pas remplis, et ça pissait encore de nectar, donc je ne peux pas récolter ça, donc je suis obligé d'attendre. Alors ça m'embête un peu, parce que du coup, ça me retarde dans mes traitements varroa, et j'ai peur de le payer plus tard, mais après, voilà, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et entre avoir des ruches qui crèvent de saturation ou des ruches qui crèvent de varroa, je sais pas. Si elles sont complètement saturées, c'est sûr qu'elles passeront pas l'hiver. Si elles ont encore un peu de varroa, c'est pas dit qu'elles meurent pendant l'hiver. Donc bon, puis je ferai des traitements de toute façon plus tard. Donc la plupart des ruches, donc toutes celles qui n'avaient pas de hausse ou les jeunes essaims de l'année, tout ça, ont toutes reçu 3 traitements consécutifs à 6 jours d'intervalle. 5 pour certaines, il paraît que ça marche mieux avec 5 jours d'intervalle entre 2 traitements au varomède, je précise. Moi je ne mets pas de bandelettes Apivar, Apitraz, tous ces machins-là. Je mets uniquement du varomède et pour l'instant, j'ai pas de souci avec ça. Donc visiblement, il n'y a pas d'accoutumance avec le varomède puisque c'est des acides. Ça agit pas comme les produits chimiques qu'il y a dans les bandelettes Amitraz ou... la molécule c'est de l'Amitraz, mais il y a aussi d'autres choses, je crois. Il y a Amitraz, fluvalinate et puis je sais plus quoi. Bref, tout ça c'est des produits que j'utilise pas. Et donc c'est aussi ça qui va me permettre de pouvoir récolter du miel dans les corps. Bon, c'est du miel que je garderai pour moi par contre, ce qui va être mélangé de tout et n'importe quoi, mais je vais être obligé de faire une récolte maintenant, là, au mois d'octobre, un truc complètement fou, pour sauver mes ruches, parce que sinon je vais en perdre une grande partie à cause de la saturation en miel. Et n'en déplaise à certains qui me disent ouais, les abeilles sont pas assez bêtes pour saturer complètement de miel. Je vous garantis qu'en 2021 j'ai vu le problème, c'est-à-dire qu'on était au mois d'octobre aussi, ça continue à mieller, les ruches étaient saturées. Je leur avais remis des cadres bâtis, vides, que j'avais. Elles se sont empressées de le remplir de miel. La reine n'a même pas eu le temps de pondre dedans. Et ensuite, au mois d'octobre, donc je crois qu'on devait être autour du 15 octobre, je leur avais mis des cadres gaufrés et elles les ont bâtis et elles les ont remplis de miel, quoi. Alors que normalement, on dit à partir de juillet, ça bâtit plus. Et moi, je vous garantis que ça bâtit encore, quoi.
Voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter de parler, on va faire un petit tour du rucher comme ça, histoire de voir comment que ça va, et puis voilà, ça sera la première vidéo du mois d'octobre, et j'espère pouvoir vous en faire d'autres derrière, parce que là, c'est vrai qu'au mois de septembre, j'en ai fait une, et puis les mois avant, j'ai pas eu trop eu le temps. Après, j'étais un peu débordé, hein, je suis passé en fait, j'ai doublé mon cheptel de ruches cette année. Donc j'avais pas ce qu'il fallait pour loger tout le monde, donc il a fallu que je fasse des ruches en catastrophe. Il a fallu que j'en achète, mais j'avais pas les moyens. Il y a des gens qui m'ont aidé un petit peu à acheter du matériel, parce que sinon je sais pas où j'aurais mis tout ça. Et puis je me dis, l'année prochaine, ça risque d'être pareil. Donc s'il y a encore plein d'essaims l'année prochaine, je garderai pas tout pour moi. Là, cette fois, j'en donnerai, j'en vendrai. Enfin, il y en a que je mettrai en ruchette. Je changerai les rennes dedans pour remettre des Carpathia de l'année. Et une fois qu'elles seront bien parties, que toutes les abeilles dedans seront remplacées par des Carpathia, je regarderai si la ruche va bien, si la ponte est belle et tout. Traitement varomède, et ensuite je vendrai les essaims, parce que moi je pourrais pas m'occuper d'autant de ruches, quoi. Pour moi, voilà, une soixantaine de ruches en production, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire quand même entre une tonne 5 de miel, voire plus. Moi j'ai pas besoin de plus que ça, quoi. Voilà. Et surtout je veux pas être esclave de mes abeilles. Bon allez, on va faire un petit tour. Alors là, vous voyez, quand je vous dis il fait 26. Ouais, il fait même plus de 27 là, au thermomètre. Après, ces thermomètres-là sont pas toujours très justes, hein. Je le vois parce que j'ai une couveuse où je mets des œufs pour les poussins dedans. Et j'avais mis des thermomètres comme ça pour contrôler. Sur 3 thermomètres, il n'y en a pas un qui donnait la même chose. Donc bon, on va dire que c'est indicatif. Là, on voit 27 degrés passer, mais bon, le thermomètre de ma voiture indiquait 26. Donc je sais pas trop. Alors là, ça, c'est la ruche de Gaëtan. Donc Gaël, si tu vois ta ruche, ben voilà, elle a fini quand même par travailler. Donc ça, c'est une ruche où j'avais mis un essaim dedans. Finalement, il n'y avait pas de reine. J'avais remis un petit essaim dedans, un petit essaim secondaire. Elles ont tout flingué, les abeilles, elles ont tout sorti, elles ont tout dégagé, elles n'avaient toujours pas de reine. Donc j'ai fini par leur mettre une reine Carpathia F2 dedans. Et puis bah, ça a pétouillé un peu au début parce qu'il restait plus beaucoup d'abeilles, les abeilles étaient vieilles. Et puis finalement, ça a fini par démarrer, elles sont sur 8 cadres. Le couvain est magnifique, je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Et puis bah, là, celle-là, elle est partie, quoi. Donc celle-ci, c'était un essaim de l'année. Donc il est sur 12 cadres, pareil, elle n'a pas reçu de hausse cette année, celle-là. C'est un essai assez tardif, mais les 12 cadres sont pleins d'abeilles, pleins de miel. Donc sur les 12, quand même, j'arrive à avoir pas trop de saturation. Il reste encore 4 cadres de couvain sur les 12 cadres, quoi. Et pareil, les abeilles comblent de miel dès que les alvéoles sont libres, quoi. Donc celle-ci, je l'ai récoltée il n'y a pas longtemps. Et il y avait des cadres qui n'étaient pas complètement... elle n'avait pas tout à fait rempli sa hausse. Donc celle-là, elle avait carrément rempli la hausse et le corps était blindé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis la hausse de celle-ci sur celle-là, pour qu'elle finisse de la remplir. Et puis là, je vais la récolter demain, parce que je voudrais quand même bien finir la récolte. J'ai pas envie de récolter au mois de décembre quand même, c'est n'importe quoi là. Voilà, donc celle-ci, c'était un essaim de l'année, hein, elle m'a quand même fait deux hausses de miel. Et puis celle-là, ça c'est un essaim de l'an dernier, ça, qui a eu du mal à se développer au départ. Et puis finalement, il a fini par décoller. Et puis voilà, donc là, lui, c'est sa 3e hausse ou 4e, je sais plus. Enfin bon, cette année, la récolte a été bonne, hein. Sur toutes les mielées, les abeilles ont pu y aller et tout, c'était vraiment une bonne année, quoi. Ça, c'est un petit essaim donc, qui est dans une hausse 7-6 cadres, donc c'est une divisible, on va dire, une divisible 6 cadres d'Adam. Donc ça, c'est des abeilles c'est un essaim que j'ai fait au mois d'août. Ouais, j'ai osé, je me suis dit de toute façon, ça va être comme tous les ans avant, la saison va se terminer tard. L'an dernier, au 15 décembre, il y avait encore des couvains plein les ruches, hein, donc bon, je me suis dit, allez, en plus, c'est des abeilles qui sont super douces. Alors c'est du tout venant, hein, c'était un essaim que j'avais mis dans une ruche. Je l'ai emmené chez Agnès et franchement, je les ai ennuyés plusieurs fois. J'étais sur un corps 6 cadres comme ça, avec 2 hausses dessus. Et quand je l'ai transféré pour la mettre dans une 10 cadres plus une hausse, et j'ai fait un essaim en même temps, j'avais complètement sorti tous les cadres pour trier. Donc il y avait les cadres de miel, les cadres de pollen, les cadres de couvain, j'avais vraiment tout étalé par terre. J'avais même pas de gants, rien du tout, je les ai même pas enfumés, il n'y en a pas une qui m'a piqué, elles sont vraiment adorables ces abeilles, quoi. Alors celle-là, on dirait qu'elle ne travaille pas beaucoup. Qu'est-ce que j'avais fait? Traitement varomètre. Oui, elle avait été traitée le 5 juillet et j'ai refait un traitement le 21, il n'y a pas longtemps, là. Donc là, j'aurais dû la traiter aujourd'hui, mais j'étais en panne de varomètre, donc je vais en avoir demain. Donc celle-là, elle est sur 12 cadres, non, sur 11 cadres. Allez, 11 cadres plus une partition. Les 11 cadres sont blindés, il y a du couvain, mais il y a encore de la place, donc celle-là, ça va. Celle-ci, oh là, qu'est-ce qu'elle me fait? Donc ça, c'est une 6 cadres Lions. Les abeilles sont plutôt de couleur noire. C'est un tout petit essaim secondaire, il était de la taille d'un pamplemousse celui-là, donc il était très très long à se développer. Et quand j'ai regardé il y a une dizaine de jours, il y avait encore un cadre qui n'était pas bâti dedans, j'étais sur 5 cadres au lieu de 6, donc bon, bah, je l'ai laissé, hein. Je me suis dit, je laisse encore un petit peu, mais là je vais les transférer certainement demain. Je vais les mettre dans une ruche 12 cadres, puisque j'en avais une de la tienda de l'apiculteur, les 2 que j'avais achetées.
Là le but c'est que pour l'hiver, toutes les abeilles soient installées sur un nombre de cadres qui correspondent à ce que la colonie peut couvrir, plus un cadre. Moi j'aime bien mettre un cadre de plus, comme ça si elles veulent encore travailler un peu, voilà, ça leur fait... si la colonie tient sur 5 cadres, moi je la partitionne sur 6 et puis voilà, je leur laisse toujours un vide, comme ça elles font ce qu'elles veulent dedans, si la reine a besoin de pondre ou si elles veulent rentrer du miel, si ça miel encore, enfin voilà, j'aime bien leur laisser un petit peu de liberté. Mais quand même je confine pour qu'elles n'aient pas trop à chauffer. Ça c'est ma Kéliane. Alors la Kéliane elle a essaimé plusieurs fois, elle était hyper agressive, elle m'a fait au moins 3 ou 4 essaims dans l'année. La dernière fois qu'elle a essaimé, elle n'a pas dû pouvoir refaire de reine. Donc ce qui fait qu'elle a fini orpheline. Donc du coup j'avais remis un petit cadron, j'avais vissé un cadron de mini plus sur une barrette vide, je l'ai mise au milieu, elles ont refait une reine avec, donc ça c'est une reine Carpatica, c'est une fille de ma première Carpatica que j'avais eue, donc elle est de 2021, et donc bon la fille est de 2023, mais la reine c'était une des premières Carpatica que j'avais eues pour essayer, et comme j'ai eu un souci avec ma reine F0, du coup j'ai fait une F2, à partir de mes F1, je sais qu'elle va bien, elle essaime pas, même quand tout est saturé de miel, saturé de couvain perculé, elle s'arrête de pondre mais elle n'essaime pas, donc du coup je trouve que c'est quand même pas mal, donc du coup j'ai remis, un cadron à elle dedans pour remérer cette ruche là, et du coup là elles sont sur 14 barrettes, hein, donc elles se sont bien développées, il n'y a pas de souci. Hein. Bon ben ça vous la connaissez, c'est ma 14 cadre la Jens. Elle avait essaimé au printemps, donc elle avait eu du mal à se refaire, il restait vraiment une poignée d'abeilles dedans, elles avaient vraiment essaimé fort, quoi. Elles ont même dû faire plusieurs essaims, et du coup je l'ai laissée. J'avais rajouté des cadres parce qu'elle était sur 10 cadres au début. Puis après j'en ai rajouté 2, puis elle a fini sur 14 cadres. Et puis là sur les 14 cadres, il y a 5 cadres de couvain dedans. Le reste c'est complètement rempli de miel et de pollen. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Elles sont relativement douces mais quand même défensives. Donc ça j'aime bien. Et par contre je vous parlerai du frelon asiatique après. Parce que chez nous, bizarrement, on n'en a pas, quoi. Ça c'était un essaim que j'avais fait à partir d'une O7. Comme le petit essaim du bas. Donc j'avais fait l'an dernier, assez tard dans la saison, j'avais posé sur une ruchette 6 cadres, elles avaient bâti le bas, je les ai laissé passer l'hiver comme ça, et au printemps j'avais refait un essaim, en prenant la hausse, puisqu'il y avait du couvain dedans, j'avais refait un essaim avec, et puis le reste je l'ai mis avec la reine dans une ruche 10 cadres, et puis elle est partie. Donc normalement je me fais pas de soucis pour les réserves. Hein. Oh la vache, ah, c'est craqué de miel ça, il va falloir que je récolte des cadres sur celle-là. Celle-ci c'est pareil, c'est un essaim que j'avais fait sur une O7. Oh bah je peux même pas la décoller. Oh la vache. Ouais non mais là je vais avoir un problème là. Oula, ça va les filles, ça va. Je risque d'avoir un souci parce que tout ça c'est blindé de miel. Donc ça c'est un essaim qui était rentré sur le petit toit chez Joël. Elles ont eu du mal à se développer au départ. Un jour, je suis arrivé dedans, il y avait plein de cellules de faux bourdons partout, des œufs non fécondés dans les cellules d'ouvrières, donc cette ruche-là était bourdonneuse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai secoué, donc j'ai mis une ruchette là en attendant, j'ai emmené ça à une centaine de mètres, j'ai tout secoué, les abeilles sont revenues là, et donc là je leur avais remis à la place un cadre de couvain avec des abeilles dessus. Elles ont refait une reine, mais la dernière fois que je suis venu voir, il n'y avait pas de ponte, donc je suis pas sûr que ce soit reparti celle-là. Après la reine normalement a dû naître il y a une quinzaine de jours, donc bon c'est pas encore... Alors vous inquiétez pas pour les mâles, on n'en a pas vu là, mais quand on ouvre les ruches, il y en a dans toutes les ruches. Hein. Il y a encore des mâles maintenant, c'est hallucinant cette saison apicole. Quoi. Donc là, j'ai mis mon piège à frelons asiatiques, mais vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, il y a une dizaine de frelons dedans. Mais par contre, ça fait un bout de temps qu'il est posé. Hein. Donc il y a un moment j'en attrapais plein dedans, j'en attrapais des centaines. Puis là, depuis 3 semaines, je suis pas venu voir. Les 10 premiers frelons, là, il doit y avoir plus de 15 jours à se dessécher dans le piège. Bon voilà, on a fait le tour du rucher. Donc je voulais juste vous faire un petit peu le point sur la situation des ruches que j'ai là. Donc là il reste 12 ruches au rucher. Il y a un moment j'étais monté à plus de 20, je sais plus combien, je dois en avoir 24, 25, c'était beaucoup trop. Donc moi j'essaye d'avoir des ruchers avec pas trop de ruches au même endroit. De façon à ce que les abeilles aient assez à butiner dans un rayon pas trop grand. Parce que plus vous mettez des ruches au même endroit, plus il faut que les abeilles aillent loin pour butiner, parce que le tour des ruches, les 500 mètres autour, sont surbutinées en quelques jours. Quoi. Donc du coup, comme les abeilles s'usent au kilomètre, je préfère disséminer des petits ruchers, même si ça me fait plus de boulot pour moi, c'est moins pratique. Mais bon, je privilégie d'abord le confort des abeilles, donc je mets des abeilles, je mets maximum, la 12 c'est le plus gros rucher. Les autres, il y a entre 5 et 9 ruches. Voilà.
Donc jusqu'à 10-12 ruches au même endroit, ça va. Et par contre, je les espace, ils sont tous à plus de 3 km les uns des autres, par contre. Donc voilà. Et ça me permet aussi, quand j'ai des ruches à emmener, comme ça, comme les ruches sont à plus de 3 km, bah, au moins ça évite que les abeilles reviennent, quoi. Quoique, j'ai eu des abeilles qui sont revenues, alors que je les avais déplacées, j'ai regardé avec Google Maps quand même, je me suis dit c'est pas possible. Je les ai déplacées à 2860 mètres exactement, et ben elles sont revenues. Elles sont revenues au point de départ, quoi. Donc les 3 km, suivant les souches, ça dépend, c'est pas toujours valable, quoi. Voilà, donc sinon au niveau des frelons asiatiques, alors je vous ai pas refait de vidéo sur les frelons asiatiques, simplement parce que, alors on a des nids. Le frelon asiatique chez nous est arrivé en 2020, donc là fin 2020 j'avais des attaques monumentales, enfin pour moi. Après j'ai vu des vidéos de mecs, les mecs je vous plains parce que j'ai vu des ruches couvertes de frelons avec des planchers de vol complètement couverts de frelons. Nous on n'a pas eu ça chez nous, mais quand même j'avais en 2020 j'avais plus de 10 frelons devant chaque ruche qui tournaient en permanence. Donc là j'avais mis les pièges à Fernando qui avaient bien fonctionné, c'était en fin d'année par contre. Donc les pièges à Fernando, je précise, c'est bien en fin d'année quand les frelons cherchent à rentrer dans les ruches. Mettez pas ça au printemps, ça sert à rien, ça va gêner les abeilles et ça va vous poser plus de problèmes que d'avantages. Pour les planches Norma, alors pareil, je vous ai pas refait de trucs sur les planches Norma, mais les planches Norma, j'ai un petit souci avec, là, c'est que alors je veux bien croire Norbert quand il nous dit que les planches Norma transparentes, ça fonctionne super bien. Moi j'ai essayé à un moment où il y avait un petit peu de frelons. Bon, j'avais pas assez de frelons vraiment pour avoir un résultat flagrant. Et ça, par contre, ça provoquait une surchauffe de la ruche. Les abeilles avaient du mal à ventiler. Le soir, elles sortaient sur les côtés de la ruche pour se grapper. La planche normale, la boîte était remplie d'abeilles. Le seul avantage, c'est que maintenant, les abeilles, quand elles rentrent dedans, elles font plus la culbute comme avec le coude. Mais je trouve que j'avais des meilleurs résultats avec les modèles opaques qu'avec les modèles transparents. Je vous en reparlerai dans pas longtemps parce que là je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi, qui ne savent même pas de quoi je parle. Donc je vous ferai certainement une vidéo là-dessus dans pas longtemps. De toute façon maintenant les planches normales c'est un petit peu tard pour les mettre. Ça ne sert plus à rien parce que là les frelons cherchent à rentrer dans les ruches massivement. Donc si vous avez des frelons qui cherchent à rentrer massivement, la planche Norma, malgré ce que dit Norbert, dans la majeure partie des cas ne servira à rien. Voilà, donc ça je voulais vous faire une vidéo là-dessus et j'ai pas eu le temps de la faire, mais il faut vraiment que je vous la fasse parce que du coup j'étais assez confiant dans ce système. Et Norbert apparemment a des bons résultats chez lui, mais visiblement ce qui fonctionne dans un endroit ne fonctionne pas forcément dans un autre. On avait vu ça avec la bouse de vache, avec les vidéos d'IHO, où il y a plein de gens qui avaient mis la bouse de vache devant leur ruche et ça avait fonctionné pour certains, pas du tout pour d'autres, un peu pour d'autres. Mais bon, le pourcentage de gens chez qui ça avait fonctionné n'était pas assez important pour que je continue dans cette voie-là, quoi. Voilà. Donc les planches normales, ça va être pareil, ça fonctionne à certains endroits mais pas à d'autres. Alors pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qui fait ça, je sais pas. En attendant, ici, moi si je vous ai pas fait les vidéos sur les frelons asiatiques, simplement parce qu'on n'en a pas devant les ruches. Alors des nids on en a, je vous rassure, il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est normal, t'as pas de nid, t'es en début d'infestation et tout. L'infestation qu'on a eue la plus élevée, c'était quand ils sont arrivés, c'était en 2021, et depuis ça ne fait que descendre. Et personne dans le village n'utilise la méthode du frelon de Troie, je le précise, parce que ce truc-là, il y a encore beaucoup de gens qui croient à ce truc-là. J'ai vu une vidéo d'un Espagnol il n'y a pas longtemps, si je la retrouve, je vous mettrai le lien dans la description. Il a relâché, je crois, 115 frelons, un truc comme ça, endrouillés de fipronil, quasiment au pied du nid, et le nid était toujours là, donc voilà, ça fait peut-être baisser la pression dans les premiers jours, mais visiblement, à long terme, ça ne fonctionne pas, et je crois même que c'est un effet pervers. Je vous en reparlerai. Bon là je pense que là je vais déjà recevoir des dizaines de commentaires des adeptes de cette méthode qui vont me tomber sur le groin comme d'habitude. Mais bon voilà, moi je ne l'ai pas utilisé. Quand j'ai dit au départ que je n'utiliserais pas cette méthode là, ces gens là m'ont dit ouais tu vas voir, tes ruches vont se faire attaquer, tu auras 15 frelons devant chaque ruche et puis tes ruches vont crever, ça sera bien fait pour toi et tout. Là on est 4 ans plus tard et honnêtement la pression tous les ans ne fait que baisser. Alors qu'est-ce qui fait que ici, malgré la présence de frelons, parce que là on me signale des nids partout, alors moi les petits je peux les défaire, vous avez vu j'en avais fait un dans la dernière vidéo, mais quand c'est des gros nids qui sont de la taille d'un ballon de basket ou plus gros et qui sont à 20 mètres de haut, moi je suis pas équipé pour, quoi. Alors il y a des gens qui appellent des insectiseurs, puis il y en a qui s'en foutent, qui disent moi ils me dérangent pas, elles sont là-haut, donc je les laisse, ça me dérange pas. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal de nids qui restent. Et on a vraiment des gros nids, on a beaucoup de nids, on a des gros nids, mais par contre ils n'attaquent pas les ruches. Alors comment ça se fait? Je pense qu'on est dans un endroit privilégié où il y a très peu de cultures. Les seules cultures qu'il y a quasiment c'est les cultures bio, donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'insecticides d'épanchés. On voit quand on roule le soir, donc là plus maintenant mais il y a 3 semaines, quand on se déplaçait en voiture le soir, on avait des centaines de pyrales de coller sur le pare-brise parce qu'il y avait des pyrales partout. On a des bois de buis avec beaucoup de pyrales. Les buis sont complètement squelettiques, les pyrales ont tout bouffé. Donc je pense que les frelons allaient attaquer les pyrales. Ça reste à vérifier, c'est une théorie. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même beaucoup d'insectes dans le coin.
Et du coup, les frelons trouvent certainement à manger ailleurs, et en trouvant à manger ailleurs, ils ont pas besoin de se focaliser sur les ruches. C'est moins dangereux pour un frelon de s'attaquer à une chenille sur un buis que de s'attaquer, ou autre chose, hein, ou un papillon, que de s'attaquer à des ruches. Parce que les ruches, il y en a qui se défendent, et moi, je sélectionne pas spécialement mes abeilles pour qu'elles soient les plus douces possibles, et j'en ai certaines qui poursuivent le frelon. Si le frelon il vient, il fait du stationnaire devant, il y a une escadrille de 15-20 abeilles qui lui sautent dessus, et il ne demande pas son reste, il s'en va, quoi. Et il va se rabattre sur des ruches plus douces. Donc c'est pour ça que la douceur des abeilles, c'est un truc à double tranchant, quoi. C'est pratique pour l'apiculteur, mais par contre, après, il y a des abeilles qui ne se défendent pas, quoi. Certaines, vous allez me dire, se défendent, elles sont douces avec l'apiculteur, mais se défendent contre les frelons. C'est vrai, mais ce n'est pas la généralité non plus. Voilà. Bon ben voilà, donc je vous dis au niveau des frelons, j'étais relativement tranquille, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo depuis. Je voulais vous faire sur les planches Norma, sur tout ça, je voulais vous faire un modèle de piège à Fernando, ouvert en dessous, enfin modifiant un petit peu en m'inspirant d'autres systèmes. Et du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plein de choses à faire. Et puis, je ne voyais pas l'utilité de passer du temps à faire un truc qui allait me servir à rien, puisque les frelons, j'en tue un de temps en temps devant mes mini-plus. J'ai une vingtaine de mini-plus à la maison. De temps en temps, j'ai un frelon qui vient, pauvre, je lui mets un coup de planche sur la tête, et puis voilà. J'en ai vu deux tout à l'heure au rucher des sapins. Donc celui-là, je ne vous ai pas encore montré, mais je vous montrerai un jour. C'est le rucher où il y a les Lions indivisibles, et Lions tout court d'ailleurs. Et puis j'en ai vu un chez Agnès, donc vous voyez, pas de quoi s'affoler. Pour l'instant ça va, quoi. Voilà. Ça peut venir, mais à mon avis, on le voit le soir quand on roule, on voit plein d'insectes encore partout, et plus cette année encore que les années d'avant. Et donc c'est une agréable surprise. Par contre, on est en sécheresse totale, donc je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à la sécheresse. Moi, ce que j'ai vu cette année, c'est que la rivière, comme les années précédentes, s'est arrêtée de couler, mais très très peu. En fait, en 2018, 2019, 2020, 2022, la rivière s'est retrouvée à sec. Donc au départ, elle arrêtait simplement de couler, il y avait des parties sèches, et plus ça allait, plus c'était sec en profondeur. Donc à la fin, il n'y avait carrément plus d'eau du tout dans la rivière, tout était sec et tout. Mais les sources dans les bois continuaient à couler. Je ne les ai jamais vues à sec depuis plus de 20 ans que j'habite ici. Je n'ai jamais vu les sources à sec. Et cette année, alors que la rivière s'est quasiment pas arrêtée de couler, il y a un moment, elle s'est arrêtée parce que oui, il y avait encore de l'eau dans les trous, c'était juste sur les bosses en fait où ça passait plus, mais ça n'a pas duré longtemps. Et par contre, les sources dans les bois sont complètement à sec. Donc ça veut dire quand même que les nappes phréatiques sont plus bas, quoi qu'en pensent certains, quoi. Voilà. Bon, c'était une vidéo un petit peu hétéroclite, on va dire. Je vous parle d'un peu plein de choses, mais c'était surtout pour vous donner des nouvelles parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vous oublie pas, vous inquiétez pas. J'ai été un peu débordé et puis voilà, j'avais d'autres choses à faire, j'avais pas trop le temps pour les vidéos, pas trop le cœur à les faire non plus. À un moment, j'ai eu un petit coup de fatigue, là, donc bon voilà, mais vous inquiétez pas, je suis là, je suis revenu. Et même si ça arrive encore une fois que pendant une certaine période je ne fasse pas de vidéo, ça ne veut pas dire que j'en ferai plus jamais, voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie que je vous parle de quelque chose en particulier, mettez-moi-le en commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires, mais malheureusement, des fois, je me rends compte que certains, je ne leur ai pas répondu. Donc, comme je vous ai dit une fois dans une vidéo, si vous me posez une question, vous me demandez quelque chose que je ne vous réponds pas tout de suite, reposez-moi là plus tard, parce que des fois, il y a des messages qui passent à la trappe. En fait, je les vois, je réponds à d'autres et tout. Après ça, je ne les retrouve plus. Enfin bon, c'est un peu ce qui fait que des fois, il y en a, je vois simplement pas qu'il y a eu un message, quoi. Et sinon, ça me prend énormément de temps à répondre à tout le monde aussi. Donc des fois, c'est vrai que j'ai pas le temps. Donc des fois, je remets au lendemain. Et puis c'est peut-être comme ça aussi que j'oublie des commentaires, quoi. Donc si vous me posez une question que je vous réponds pas, n'hésitez pas à la reposer. Sur la dernière vidéo, comme ça en général, c'est celle où je suis le plus attentif aux commentaires. Et donc si vous avez une question sur une ancienne vidéo, vous pouvez vous me rappeler de quoi vous me parlez. Vous me posez la question sous la nouvelle vidéo. Et puis voilà, comme ça, j'essaie de répondre au maximum, quoi. Voilà. Allez, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop embêté avec les frelons. Si vous êtes embêté avec les frelons, alors il y a un truc qui fonctionne bien, c'est la ruche piège. Donc ça consiste juste en une ruche avec 3 cadres dedans. Dessus, vous posez une espèce de nasse, un gros rouleau de grillage comme ça, avec un gros cône au fond, avec une sortie, vraiment un truc, voilà, vous mettez un tube un peu vertical comme ça au milieu, un tube en grillage, et vraiment un truc qui fasse au moins 5 cm de diamètre, facile, quoi, 5-6 cm, et vous le posez sur les cadres. Les frelons vont aller se concentrer sur les cadres au milieu, ils vont ensuite remonter, parce qu'ils ont tendance à monter vers la lumière, donc ils vont remonter par le truc et se retrouver piégés majoritairement dans la nasse, quoi. Ouais, je vous mettrai le lien. Il y a alors c'est en thaïlandais ou en je sais pas quoi, enfin bref, une langue asiatique. Mais bon, ça parle de soi, si vous voulez, on voit bien comment le gars fait et le nombre de frelons qu'il attrape dedans, c'est quand même assez impressionnant. Donc je vous mettrai ça en lien sous la vidéo, là, comme ça vous pourrez aller voir ça et vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous faites des essais, pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les résultats que vous avez eus et tout. Parce que moi, si j'ai le temps, alors maintenant j'ose plus trop promettre, hein, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo là-dessus.
Mais, alors je ne vais pas dire malheureusement, mais j'ai pas assez de frelons pour vraiment que ça soit probant. Si j'attrape 3-4 frelons dedans, la plupart des gens vont me dire ouais mais t'as vu c'est pas efficace ton truc, nous on a des milliers de frelons, puis toi t'en attrapes 3-4, c'est pas avec ça que tu vas éradiquer les frelons. Ben oui, mais moi j'ai pas beaucoup de frelons devant les ruches. Ils attaquent pas les ruches, donc j'y peux rien, je vais quand même pas, je vais quand même pas m'en plaindre. Mais en attendant, c'est vrai que pour vous faire des vidéos sur les frelons, ben, c'est pas pratique. Donc ce que je ferai, c'est que je vous ferai peut-être une vidéo, alors en français pour le coup, où j'expliquerai le système, comment ça fonctionne et tout ça. Et s'il y a des gens qui veulent essayer, ben essayez, puis vous me tenez au courant par la suite des résultats que vous avez. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et ben, je vous dis portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.